Bonjour à tous et ravi de vous retrouver depuis Beaublanc dans un décor de rêve puisque nous sommes sur le parquet du Palais des Sports avec beaucoup d'invités pour ce 3e épisode du Talk. Président Frédéric Fortet est avec nous pour ce 3e épisode, 3e présence, le Talk. Il y a déjà 61 personnes sur Periscope qui nous suivent en même temps. Toujours avec son portable, le président. Donc voilà, c'était en cette fin de saison l'occasion de se retrouver avec les 4 membres, les 4 présidents des groupes de supporters. Fabienne Turmot qui représentera les Phoenix. Alors Fabienne, les Phoenix, combien d'abonnés, depuis combien de temps? Les Phoenix, donc club créé en 1982, environ une centaine d'abonnés et 120 membres cartés. À ses côtés, Jérôme Quintard pour les Ultras. Pareil, les Ultras, c'est depuis 2-3 ans maintenant. 4 ans. 4 ans. Depuis 4 ans, on est 200 membres et 115 abonnés. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au courant, mais j'en doute, les Ultras, c'est ceux qui sont juste derrière moi là-bas et qui font beaucoup de bruit. De l'autre côté, Jean-Louis Chagnier pour les Eagles. Oui, bonsoir. Eh ben, nous, depuis 2007, il y a 400 adhérents sur 218 abonnés. Et puis peut-être le moins connu, Jacques Portefeuille, qui représente les abonnés. Alors, c'est pas vraiment un groupe de supporters, même si tout le monde est supporter, c'est une association, un regroupement d'abonnés. Absolument, donc nous on a 1996, date de création, actuellement 287 adhérents, donc voilà. Alors maintenant que le décor est planté, on va parler aussi de 3 grands thèmes dans cette émission pour cette fin de saison qui s'est achevée il y a une dizaine de jours. On va parler du passé. Frédéric, avec cette saison qui a été bien compliquée, il s'est passé beaucoup de choses. On a beaucoup parlé cette saison, mais on va quand même refaire un peu le point sur cette fin de saison. Et puis le présent, avec cette campagne d'abonnement qui fait aussi beaucoup parler. On va en venir, et ça touche vraiment les supporters. Et puis après, on va parler du futur et de toutes les perspectives. Alors je vais vous laisser la main, Président. Cette fin de saison, un peu en eau de boudin, avec la non-qualification en play-off qui est vraiment l'événement clé de cette saison. Oui, je crois que c'est difficile parce que personne ne l'a vraiment vu venir. On a vu que la saison ne commençait pas comme on l'espérait, qu'il y a eu des premières tensions sportives parce qu'on ne gagnait pas les matchs qu'on aurait voulu faire. On n'a pas commencé par une série de victoires comme on avait pu faire les 2 années précédentes. Et donc, elle a mal commencé et puis elle a plutôt mal continué et pour pas finir mieux. Donc au final, c'est une saison assez lourde. Mais je sais pas, peut-être que chacun pourra prendre la parole sur le ressenti. Je crois que les résultats sont une chose, l'attitude, le comportement, l'image qu'on a renvoyée derrière en est une autre. Et que ça a été assez difficile. Malgré tout, lors du dernier match, il y a un partenaire qui se reconnaîtra, qui m'a dit juste après le match, il me dit s'il y a 3 ans, on nous avait dit qu'on serait 2 fois champion et 1 fois sans les playoffs, évidemment qu'on aurait tous signé. C'est vrai que vu comme ça, on l'aurait fait, sauf qu'une fois qu'on a été 2 fois champion, on ne se voyait pas ne pas faire les playoffs et que ça a été une énorme déception. Alors on est là pour le Talk, c'est cette émission que vous appréciez maintenant depuis plusieurs mois sur le site du CSP. On est là pour échanger. Jérôme Quintard, les Ultras, comment avez-vous vécu cette saison? J'imagine bien compliquée, même si ça ne vous a pas empêché de chanter. Non, une saison compliquée, oui, par rapport aux résultats. Après, non, on a essayé de faire notre job jusqu'au dernier match, même si c'était un match sans enjeu. Voilà, on a essayé de tenir notre devise d'Ultra, de chanter, d'encourager, de suivre notre équipe au maximum malgré les résultats, malgré peut-être certaines attitudes sur le terrain. Après, c'est vrai que la saison a été assez compliquée et certains membres étaient moins intéressés par les matchs. Vous l'avez senti dès le début que ça allait être compliqué? Parce que c'est vrai que le début de saison était pas brillant déjà. Voilà, dès le début, on a senti que ça allait être compliqué déjà par le fait que l'équipe n'était pas prête. Le recrutement n'était pas fait, on va dire, en temps et en heure. Donc déjà, ça retarde un peu l'échéance de préparation. Ensuite, il y a eu quelques affaires internes, notamment l'affaire Culpepper, qui a compliqué les choses. Et derrière, comme a dit Fred, les matchs ne se sont pas enchaînés, on a commencé à perdre certains matchs qui devenaient déjà capitaux, notamment en Euroleague. Et puis après, ça s'est enchaîné et puis ça a été en phase descendante jusqu'à la fin. Jacques, les abonnés, le sentiment général après cette saison bien compliquée? Vraiment, pour rebondir ce que disait le président, c'est qu'on est à Limoges, on s'habitue vite au titre. Hein. Nous, on aimerait bien être champion de France chaque année, et avoir du spectacle comme on a pu voir les 2 dernières années. Donc cette année est très compliquée aussi, hein, bien sûr. On est
espérer avoir une saison. Moi, où on a été déçus, c'est surtout en Euroleague, parce que la première année, on y va pour voir, la deuxième, on y va pour essayer de monter une marche supplémentaire. Je pense qu'il y avait de quoi passer, de se qualifier cette année. On était dans une poule où on pouvait passer. Oui, c'était l'objectif. Et je rappelle qu'à partir du moment où on va gagner à Cedevita, on a fait les 3/4 du chemin. Il faut gagner le dernier match chez nous face au Cedevita pour se qualifier. Et là, on fait un non-match et on passe déjà une échéance importante et on passe à côté. Et simplement avec ce match-là en plus, on se qualifiait. C'est facile de le dire aujourd'hui, mais peut-être que notre saison aurait pris notre tournure à ce moment-là. Je vous ai coupé, Jacques. Oui, non, c'est pas grave. Surtout, oui, et puis bon... Je rebondis sur l'Euroleague parce que je trouve quand même qu'on a pris des beaux cartons cette année. Nous, on a fait un déplacement, on est allé en Espagne. 36. Bon, heureusement qu'on a fait un déplacement sur 2 jours. C'était beau, on a eu du beau temps, on a pu visiter. Mais le match, c'était un peu catastrophique. Je crois que 35 points, quoi, un truc comme ça, ou 36. 36 à l'aller, 36 sur 3. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Victoria qui était au final fort, quand même. Ouais. Oui. Bon, le championnat... On n'était qu'à 36 points du final fort. 72 au total. On n'est pas loin. Donc c'est vrai que c'est jamais facile de construire une équipe. On peut recruter, on peut se tromper. Je pense que cette année, il y a eu pas mal d'erreurs sur le recrutement. Mais bon, on n'accuse pas spécialement c'est comme ça, c'est la vie. Les joueurs, des fois, on mise sur un joueur et puis on se trompe complètement parce qu'il a un comportement qui est complètement différent d'un club à un autre. Moi, je pense que jouer à Limoges, c'est plus compliqué que de jouer je ne veux pas prendre l'exemple, on va vite reconnaître qu'à Chalon-Reims, où on peut être très bon et qu'on vient à Limoges, si on n'a pas intégré le fait qu'à Limoges, il y a une pression particulière. La ville vit basket, la région vit basket, le club vit basket, le palais des sports vit basket. Ça, il faut l'intégrer quand on est joueur, parce qu'il y aura une pression. Si on n'est pas bon, un joueur qui va tout donner, qui va mouiller le maillot, on va tout lui pardonner. Un joueur qui a un comportement un peu moins guerrier, on va être un peu plus difficile avec lui. Je crois qu'ils en ont plutôt conscience, mais ils ont le sentiment qu'ils vont réussir à passer outre. Ils se disent j'ai réussi ailleurs, j'ai aucune raison que je ne réussisse pas à Limoges, parce que pour réussir et pour être champion, il faut aussi avoir des égos assez surdimensionnés, et ils les ont tous, et ils ont le sentiment qu'ils vont réussir à mettre à mal, entre guillemets, le club, la ville, les supporters, et qu'ils sont au-dessus de tout ça, et que même s'ils ratent un match ou deux, ils vont continuer à avancer. Une fois qu'ils ont mis les 2 pieds sur le parquet de Beaublanc, qu'il y a la pression qui descend des tribunes, le monde, l'ambiance qu'il y a, ils se rendent compte assez tôt de la réalité. Il y en a qui savent affronter même un mauvais début de saison. Je me rappelle, un mauvais début de saison c'est relatif, mais je rappelle toujours l'anecdote avec Adrien, quand il est arrivé, les premiers matchs, les premiers mois ont été assez difficiles. On était plutôt sûrs de notre coup en disant on a fait le coup de l'année en signant Adrien de 2 ans. Et le début a été un petit peu difficile parce qu'il a tellement voulu montrer, miser, rendre au club que c'était un joueur majeur. Il a peut-être forcé un petit peu plus. Je me rappelle même des sifflets qui étaient descendus des tribunes. Et puis ça l'a galvanisé, il s'est remis en cause, il a travaillé 2 fois plus, il a travaillé sur lui physiquement, mentalement, et il a cherché à comprendre comment il pouvait vraiment aider l'équipe, et à partir de là, il a fait 1 an et demi où il a survolé le championnat. Donc tout ça, c'est vrai que chacun le vit un petit peu différemment, et je me rappelle il y a quelques années quand on avait signé John McCord, chaque fois qu'on recrute un joueur, et notamment américain, on essaye de leur expliquer le contexte. Attention, c'est pas, t'as connu plein d'autres choses dans ta vie, mais c'est un petit peu différent. Et après 2 mois passés au club, il était venu dans mon bureau et il m'avait dit tout simplement, il me dit en fait, vous êtes les New York Knicks du basket français. Quand on perd, ça va pas, et même quand on gagne, ça va pas. C'est jamais assez bien, c'est jamais, il faut gagner de plus. Quand on gagne de 5, il aurait fallu gagner de 10. Quand on gagne de 10, c'est parce que l'équipe était faible en face et que voilà. Donc il dit, il y a une pression générale tout autour du club et c'est des fois un petit peu lourd à porter. Mais c'est vrai que c'est comme ça fait partie des caractéristiques. Par contre, quand ça gagne, que ça pousse, on l'a vu sur les 2 dernières années de play-off, où c'est juste incroyable. Magique. Oui, écoute, moi, je dirais juste, je retiendrai 2 matchs. Moi. Je retiendrai le match contre les Grands Canaries en Eurocoupe. C'est que, j'y croyais. Fermement. C'était le retour des matchs coupés en Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça, j'y croyais, je disais sur un match vraiment à pression et tout, ça va bien se passer. Ça s'est mal passé, et puis je retiendrai l'autre, c'était la demi-finale de la Coupe de France contre Gravelines, où c'est que c'est pareil. Je me dis, c'est pas possible qu'on est à la maison, on a tout pour aller en finale, ou le quart de finale, pardon. C'était le quart de finale. Le quart de finale. On a tout pour aller en demi, et Gravelines vient nous battre ici.
J'ai pas compris sur ces 2 matchs-là. Le reste du temps, donc oui, c'est toujours le sentiment, on y croit, on a toujours envie d'y croire en tant que bon Limougeot. On y croit toujours, mais en tant que bon Limougeot, mais aussi par rapport à l'effectif, quoi. Par rapport à l'effectif qu'il y a, à un moment donné, quand on aligne la totalité des joueurs, alors on avait le plus gros budget, on avait les plus grosses masses salariales, on avait les joueurs les plus payés, puisqu'il y avait alors même si des fois c'est pas toujours exact, mais les sommes, mais dans le basket hebdo, on avait 4 des plus gros salaires du championnat de France, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'attend quand même à ce que ces joueurs-là, qui sont les plus payés du championnat de France, fassent un peu la différence. Certains l'ont fait, ou un ou deux l'ont fait, et il y en a beaucoup qui sont passés à côté et qui n'ont pas pu supporter. Pas facile. Vous avez été déçu vraiment par certains joueurs que vous avez choisis, qui vous ont vraiment... Oui. Fabienne... La saison est finie, on peut le dire. Fabienne, les Phoenix, toujours présents aussi derrière les panneaux. Oui, toujours, même si certains ne le voient pas, on essaye de faire ce qu'on peut. On n'a jamais lâché l'équipe, on est toujours resté là. On a essayé de les pousser jusqu'au bout, même si sur les derniers matchs, il n'y avait plus d'engouement, donc on savait que c'était... Pardon ? Plus la flamme. Oui, voilà, il n'y avait plus la flamme et on savait que c'était perdu, donc forcément on a moins de motivation, mais on était quand même là en tribune malgré la déception. Alors justement, il y a certains supporters qui continuent de supporter, d'autres, Jean-Louis, vous avez vu votre tribune des fois à la fin de saison oui, à 5 matchs plus clairsemée en touriste. À 5 matchs de la fin, ça a été le mot d'ordre. On s'était réunis parce que vraiment à 5 matchs de la fin, on n'y croyait plus. Et voilà, quand il n'y a plus cette flamme, on avait dit le seul moyen peut-être de leur faire comprendre, c'est de venir en touriste. Et c'était vraiment de l'humour, qui n'a pas été spécifiquement ça veut bien dire pris. en fait que quand l'équipe perd, on n'aime plus notre équipe. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste être réaliste. Alors après, chacun son truc. Tu as le droit de chanter à moins 36. Mais moi, je ne chanterai pas à moins 36. Alors justement, Jérôme, ça étonne souvent beaucoup de monde. Chanter tout le temps, même à moins 36, on l'avait vu contre Vitoria. Parce que voilà, comme il parle de mot d'ordre de ne pas chanter, nous on a un mot d'ordre, c'est chanter. Qu'on gagne, qu'on perde. Alors quand on gagne, forcément, c'est plus facile de faire chanter les gens. On est les premiers à sauter sur la table de marque avec le trophée dans les mains, à sauter sur les épaules à Fred parce qu'on est champion de France. Après, c'est aussi dur pour eux que pour nous quand on perd et avec une saison comme il s'est passé. Mais ça n'empêche pas que on doit quand même supporter notre équipe. Et cette année qu'on était dans le dur, on doit quand même les supporter, les chanter et en même temps se faire nous aussi plaisir en tribune jusqu'à la fin. Voilà, maintenant on a 5 mois à passer. Vous prenez du plaisir à chanter à moins 35 ? Sur le dernier match, oui, on a pris du plaisir à continuer à chanter. À moins 36. Mais on a continué à chanter, on chante jusqu'à la fin. C'est une mentalité. Voilà. Après, il faut quand même pas oublier aussi, on a un devoir aussi, il faut quand même pas oublier qu'on a un contrat avec le Limoges CSP, qu'on signe, où il est bien stipulé que quels que soient les résultats ou l'attitude des joueurs, on doit supporter notre équipe. Oui, parce qu'il y a un contrat avec les groupes de supporters qui est différent du fait, pour ceux qui sont pas au courant, entre la charte avec notamment des conditions d'abonnement qui sont à un niveau très avantageux, mais parce que aussi on considère, nous le club, que la situation qu'il y a aujourd'hui, l'ambiance, on vient supporter l'équipe, le club bien évidemment. Dans ce club-là, il y a des joueurs, des entraîneurs aussi, mais je crois que tous ceux qui viennent à Beaublanc, ils viennent aussi partager un moment qui est sympa avec une ambiance particulière que tout le monde décrit comme être un peu unique en France, quoi. Et inversement, tous ces sifflets qu'il y a pu avoir, même cette année, c'est ridicule. Ça perturbe les joueurs. C'est ridicule les sifflets. Nous, on le ressent comme ça, c'est ridicule. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe sur le terrain, avec l'attitude des joueurs, avec l'attitude sportive. Mais non, c'est ridicule, on ne doit pas siffler nos joueurs. On peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas à le manifester. On est là pour chanter, on est là pour les supporter. On a été là pendant 2 ans pour les emmener jusqu'au bout. On a une petite part qui nous appartient des trophées qu'on a obtenus. Mais cette année, il n'y a pas eu de trophée, mais... on doit quand même les supporter. Je pense qu'il faut quand même comprendre une chose. Je crois que joueurs y compris, je ne veux pas me faire le défenseur des joueurs, mais joueurs y compris, tout le monde entend et tout le monde comprend le mécontentement général au vu des ambitions, de la constitution de l'équipe et des mauvais résultats. Ce qu'il faut quand même bien prendre conscience, c'est l'impact que ça a, c'est pas neutre, ça reste des hommes, même si on est tous d'accord, et moi le premier, je l'ai dit et je vais pas me débiner par rapport à ça, on attendait beaucoup plus d'eux, que ça soit en termes de résultats que de comportement, mais l'impact pour les joueurs, humainement, il y en a beaucoup qui morflent, qui ont du mal à vivre ces sifflets, ces attitudes, et qu'au final,
c'est une longue discussion qu'on avait eue d'ailleurs avec les Ultra Green il y a quelques années. C'est que au final, même si des fois, j'ai envie de dire, ils ne méritent pas toujours, le fait des sifflets, avant même d'arriver au Palais des Sports, il y a une pression, ça génère. Ils vous le diront jamais, les gens vous diront non mais nous on est au-dessus de tout ça, on est plus fort que tout le monde, et puis on n'écoute pas, on n'entend pas, mais ça les impacte énormément. Je vais pas aller dire jusqu'à ce qu'ils aient de la peur pour venir jouer à Beaublanc sur certains soirs, mais ils ont quand même une petite appréhension, une petite boule, et je préfère une boule au ventre, je préfère à un moment donné, quitte à ce que justement vous avez vous cadre des statuts un petit peu particuliers. S'il y a des choses à dire, je préfère qu'on organise un rendez-vous avec les joueurs hors cadre match sur une semaine d'entraînement pour, s'il y a des choses à dire, que ça sorte, parce qu'il y a peut-être des choses aussi, nous on leur dit, mais des fois c'est toujours pareil, c'est un peu comme avec des enfants, c'est papa-maman, ouais c'est toujours pareil, mais bon, quand ça vient de l'extérieur, du copain ou de quelqu'un qu'on côtoie, des fois ça peut peut-être avoir un peu plus d'impact. Mais là-dessus, bon voilà, c'est des mentalités qui sont différentes avec les gens, et pas forcément qu'avec les Eagles, parce qu'il n'y a pas que les Eagles qui c'est pas nous qu'on a sifflé plus. Non, mais on n'a pas beaucoup sifflé, c'est beaucoup Beaublanc qui a sifflé. Il y a deux attitudes différentes. Il y en a qui, quoi qu'il arrive, viennent et supportent quelle que soit l'attitude et le résultat. Il y en a d'autres qui ont voulu montrer leur mécontentement. Alors vous, c'était avec les serviettes, d'autres c'était en sifflant, d'autres c'était voilà. Nous, on n'a rien à dire là-dedans parce que effectivement, ça fait partie du spectacle et que le spectacle proposé sur le terrain n'était pas forcément de haut niveau. Mais bon, c'est vrai je veux dire que ça reste des hommes et que des fois, ils ont été touchés. À 5-6 matchs de la fin, quand on a encore un espoir de se qualifier en play-off, quand les joueurs, à la présentation des équipes, on leur demande un résultat, on leur demande pas de bien jouer, on leur demande un résultat. Là, on n'est plus dans le cadre, tu dois bien jouer. Non, même si tu joues mal, on doit gagner pour se qualifier. Si au moment de la présentation des joueurs, on commence à les siffler et si on veut les encourager, on ne va pas leur demander derrière. On va pas leur demander derrière de faire un match extraordinaire. Nous, quand on arrive au boulot, si on commence à se faire taper sur les oreilles, on va pas être performant. Le public en général a pris certains joueurs aussi en grippe à cause de leurs résultats. Et donc c'est comme ça qu'on les aide. C'est pas comme ça qu'on les aide, mais on peut pas faire passer le discours. Alors je te parle pas spécifiquement non plus des Eagles, mais tu peux pas aller faire dire aux gens ce qu'on est en train de dire là. Peut-être que ça leur servira parce que s'ils regardent l'émission, peut-être que la prochaine fois ils réfléchiront 2 fois avant de siffler. Mais je peux te dire que c'est très compliqué quand tu discutes avec les gens. Ça veut pas dire qu'on était content des résultats. Ça veut pas dire qu'on était content de l'attitude des joueurs. C'est tout simplement voilà. Où Jérôme a raison, c'est que quand il y a des matchs spécifiques avec des enjeux importants, et on se dit il y a 40 minutes, même si c'est difficile, je crois que dans l'intérêt du club, c'est-à-dire dans l'intérêt de se qualifier en play-off, dans l'intérêt de gagner le match et peut-être de voir un petit peu plus loin la compétition, c'est de se dire il faut vraiment qu'on ait cette union sacrée et que on l'a évidemment on l'a pas toujours eu. Je remets pas en cause le fait que c'était potentiellement justifié. Je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, mais c'est vrai que cette envie de dire, peut-être que dès la présentation, il faut leur montrer qu'on est là. Peut-être que alors que les joueurs s'y attendaient pas, c'est très difficile à la présentation. Si tout le monde s'était levé pour dire, on est là, ce match-là, il faut le gagner. Peut-être qu'à un moment donné, ils auraient eu un sursaut d'orgueil, peut-être pas aussi. Comme le dit, juge déjà sa prestation avant qu'il joue. Comme l'a dit très justement, un chant qu'on a chanté énormément sur la fin de saison, même s'il ne méritait pas, nous on était là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je peux pas te. Moi, j'ai une petite anecdote. Ça s'était passé lors d'un de nos repas. Les joueurs étaient venus et tout. Bon, ça s'était très bien passé et tout. Et je pense qu'à l'époque, c'était un des médecins du club. Le lendemain, il avait été dans les vestiaires en disant, vous vous rendez compte, les gens qui viennent vous supporter à Beaublanc, ils donnent une partie de leur salaire pour venir voir un spectacle et tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites des fois ? Vous les snobez, vous jouez pas, vous donnez pas tout ce que vous avez. Je pense que ces paroles-là, dites de temps en temps, c'est aussi important. Ça a plus d'impact, effectivement, que de siffler les joueurs. Je suis un peu d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais après, il faut trouver le bon équilibre, effectivement. Il faut leur faire ressentir qu'à un moment... on ne doit pas siffler. Alors, en tout cas, cette saison... est terminé. Ou l'adversaire. Ou l'adversaire, ça c'est autre chose, c'est un autre débat après. Ou là peut-être on siffle un peu trop, justement. Cette saison est donc terminée, tous en vacances. Un peu en autre boudin, avec cette non-qualification pour les playoffs, Frédéric, est-ce que vous y attendiez quand est-ce que vous avez pris conscience que finalement c'était terminé? On y a toujours cru, plus ou moins, mais... Il y a eu 2 matchs, je pense que la défaite à Paris a été, pour moi, ce jour-là, c'est fini. Et le dernier coup de massue, c'est la défaite à Gravelines où là on avait encore un peu de possibilités et on n'a pas vu une équipe, réagir. En tout cas, se battre comme la dernière chance qu'on avait d'aller en Il y a eu beaucoup de défaites, de grosses défaites à l'extérieur, à Dijon, Jean-Louis, pareil. Ah oui, non.
Je rejoins Fred sur le match de Gravelines. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Franchement, c'était un non-match, alors que c'était certainement le match le plus important à ce moment-là. Et ce qui est terrible, je te coupe, mais sur le match à Gravelines, c'est que je suis rentré dans le vestiaire après, je leur ai dit 2-3 mots, ce que j'avais pas fait de l'année, où c'est là où j'ai dit que Doulet avait carte blanche pour la fin de saison et pour l'année prochaine pour constituer effectivement l'équipe et tout ce qu'il voulait faire. À Gravelines, Doulet s'était battu parce qu'il avait compris l'importance de ce match-là. Il était venu me voir, on devait faire le déplacement en bus. Et il s'était battu, il m'avait dit, Fred, il faut qu'on ait un avion, c'est notre dernière chance, voilà, mets un charter à disposition. Il l'avait dit aux joueurs, il avait dit, le club fait un effort supplémentaire pour vous amener en charter là, pour que justement on part la veille, on met le charter. Par contre, on a un match à faire. Si on gagne là-bas, on ira, on sera qualifié, on va enchaîner une série de victoires. Il nous faut une grosse victoire à l'extérieur. Et ces joueurs-là, effectivement, ils avaient peut-être ce groupe-là, et il faut surtout pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a eu des mecs à l'attitude exemplaire, mais il y a eu une majorité de gars qui s'en foutaient royalement. Et c'est pour ça qu'à la sortie du match, je suis rentré dans le vestiaire, j'étais un peu énervé, je leur ai dit ce que je pensais, et on jouait quelques jours après un match ici face à Pau, et je leur ai dit... Faites attention les gars, parce que là, ce que j'ai vu moi sur le terrain, c'est pas acceptable. Le joueur peut se tromper, l'homme n'a pas le droit de livrer ce match-là. Et ce qui est terrible avec ce groupe-là, il y a eu cet événement-là, il y en a eu un autre où j'avais convoqué tout le monde à la fin de la saison pour expliquer comment ça allait se passer, et où on avait mis tout le monde dans le vestiaire à Gravelines et dans la salle de réception à notre siège. Et les propos qui ont été tenus sont sortis 5 ou 10 minutes après auprès des agents, dans la presse, sur leur compte Facebook ou Twitter. Ce qui prouve qu'ils respectent... Il y a certains joueurs, en tout cas, qui ne respectent pas grand-chose, quoi. Mais c'est comme ça. Comment on le vit en tant qu'ultra, cette non-qualification en play-off ? C'est terminé, là. Il y a beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Fabienne, gros manque. Oui, une grosse déception cette saison, surtout sur certains matchs. On avait l'impression qu'ils étaient capables de tout, et puis 5 minutes après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'équipe sur le parquet. Donc je pense que le sentiment général, c'est la déception. Pourtant, Frédéric, vous avez tout tenté. Hein. Bobac Caleb, gros pédigré qui est arrivé. On avait parlé dans un autre talk précédent. Doulet, gros cursus. Vous avez tout tenté, et puis finalement, ça n'a jamais vraiment pris. Hein. Je crois qu'on y a cru 15 jours à l'arrivée de Doulet. Tout simplement. 2 victoires contre Valence. Voilà. On a planté Valence, on a replanté leur saison. Voilà, on a tué la saison. Antoine, si tu nous regardes. On te remercie. Désolé, c'est pas contre toi, je te promets. Hein. Mais c'est vrai que pour eux, ça a été difficile. Ils étaient, je crois, 28 ou à 29 victoires de suite. Et là, on s'est dit, il n'y avait aucune raison qu'il y ait un sursaut d'orgueil, que la saison démarre à ce moment-là. Et on va à Valence, on gagne. On s'est dit, bon, ils nous ont pris à la légère au match retour, ils vont nous mettre la misère. On a fait un match exceptionnel, on gagne à nouveau. Et je crois que c'est là où ça a été difficile, c'est que tout le monde s'est dit, ce coup-ci, c'est parti. Bah oui. Ce coup-ci, c'était parti. Tout le monde disait, c'est parti, on va enchaîner les matchs, la victoire. Et le groupe est redescendu aussitôt à un niveau -1. Et là, on a eu, dans la même saison, on a eu 2 douches froides. Jean-Louis, pareil. Oui, à part que, par rapport à ce que disait Fabienne, à vrai dire, on se met supporter d'une autre équipe, quoi. Mais comme on n'est pas tous d'accord pour supporter la même équipe, par contre, c'était difficile là pour les playoffs de supporter ou Strasbourg ou Pau, évidemment. C'était très compliqué. On va simplement supporter Monaco pour qu'ils aillent soulever le trophée Uranus. Je sais pas, moi je mettrais une petite pièce, comme on est libre pour en parler, je mettrais une petite pièce, et puis pour encourager Pape et Michael, qui sont champions de France en titre, et je voudrais bien qu'ils gardent le titre avec le Mans. Alors on suivra ça. Rien que pour embêter Strasbourg. Les playoffs, c'est le présent. Le CSP n'y est pas. Le présent au CSP, c'est la campagne de réabonnement, parce que c'est depuis hier à Beaublanc, vous pouvez vous réabonner depuis quelques jours en ligne. Alors Frédéric, il y a beaucoup de questions à ce sujet, ça fait beaucoup parler. Alors on est là entre supporters, tout le monde a son mot à dire, puisqu'il y a d'énormes changements. Depuis quelques années, c'était toujours un peu la même chose, travée basse, travée haute, supporters. Là, cette année, il y a des zones partout, des couleurs, un magnifique plan. Mais on ne comprend pas tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer et éclairer un peu tous les... Alors, l'élément de base, c'est qu'on a suivi une formation cette année, et on s'est rapproché de la société G2 Stratégie, à laquelle on avait été mis en contact grâce au fait qu'on jouait en Euroleague, puisqu'en fait c'était une prestation qui était offerte cette année à tous les clubs d'Euroleague, et ça nous a permis vraiment, avec Marshall Glickman, qui est resté pendant 10 ans le président de Portland Trail Blazers, et qui est depuis 2 ans sous contrat avec l'ensemble des clubs
de Ligue 1, dont le rôle est d'optimiser les revenus dans les salles de basket, dans les salles et dans les stades. Et c'est vrai qu'ils nous ont proposé tout un panel, on a eu 5 ou 6 réunions avec eux, certaines conférences téléphoniques, d'autres physiques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils nous ont montré tout ce qui était possible et inimaginable. On n'a pas pu tout mettre dès la première année. Il y a des choses qui nous ont semblé très intéressantes, d'autres beaucoup moins. Et on a essayé de piocher à droite à gauche et de pouvoir adapter les bonnes idées, les adapter au Limoges CSP. Donc c'est pour ça qu'on est passé avec 16 différentes catégories, avec c'est la plus grande des modifications, avec le fait que les abonnements ne prennent pas en compte les playoffs. Et l'idée qui est simple, c'est-à-dire que quand on a une bonne place, et ben forcément on paye un peu plus cher. Et puis si on est un petit peu décalé sur le côté, ce qui est normal, on paye un petit peu moins cher, et ainsi de suite. Et plus on est loin du centre ou plus haut par rapport à quelqu'un qui est placé plus bas, on paye plus ou moins cher par rapport à la qualité de sa place. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'avait jamais fait, parce que on avait jusqu'à présent 3 zones, et on voyait bien que dans les zones centrales, on avait entre 95 et 96% de réabonnement, et que dès qu'on passait sur le latéral, et on arrivait des fois à 30 ou même 25% sur certaines catégories. Donc autant ces places-là, il fallait les valoriser d'un certain côté et trouver un meilleur prix, entre guillemets, essayer de trouver un prix un peu plus juste pour chaque catégorie. Donc il y a des places, entre guillemets, qui coûtent un peu plus cher, il y a des places qui coûtent un peu moins cher, qu'on soit en travée basse ou qu'on soit en travée haute. Alors les groupes de supporters ont leur propre zone. Jacques, par contre, pour vous, ça pose peut-être un peu plus de problèmes, ça fait grincer quelques dents, puisque les abonnés, il y en a un peu partout. Ça fait grincer un peu de dents. Oui, moi j'étais hier la journée de réabonnement, et je voudrais poser la première question, ce sont par rapport aux abonnés déplacés. Les abonnés déplacés, c'est-à-dire qu'il y avait des tribunes où il y avait des abonnés auparavant. Aujourd'hui, elles ne sont plus réservées aux abonnés, donc il va falloir qu'ils reviennent le 2 juin pour reprendre un abonnement. Ça concerne une vingtaine de personnes. Peut-être. Est-ce que... Non, mais il faut quand même remettre un tout petit peu... C'est 20 personnes sur 5500. Mais oui, il y a pour ces 20 personnes-là, quand elles sont directement concernées, ça pose un petit problème. Et ça, on le comprend très bien. Ma question est, le 2 juin, ils vont pouvoir venir choisir une place par rapport aux places qui restera disponible pour se réabonner. Oui. Est-ce qu'ils auront, une demi-journée ou une journée d'avance par rapport à la campagne d'abonnement qui va redémarrer? Ou est-ce qu'ils vont être dans le flux des gens qui vont revenir pour un abonnement? Là, aujourd'hui, jusqu'au 31 mai, il est laissé 2 semaines pour l'ensemble des abonnés de se réabonner. Pour ceux qui veulent se changer de place, c'est entre le 2 juin et le 7 juin. Là, c'est uniquement pour eux. D'accord. Et donc, eux vont en faire partie. Ceux qui veulent se réabonner à un autre endroit, dont ces 20 ou 30 personnes maximum, ça, c'est exclusivement pour les abonnés qui souhaitent changer de place, puisque je rappelle que la première zone jusqu'au 31 mai, c'est exclusivement quand on veut se réabonner à la même place. Et après, donc à partir du 13 juin, ça sera pour tous les nouveaux abonnés. Alors, on a entendu aussi beaucoup de choses sur les abonnements, sur le fait que plein de gens ne vont pas se réabonner. On comprend que ça perturbe, et quand on change d'habitude, c'est jamais facile. On est à 2 jours d'abonnement plein, donc ça ne veut pas non plus forcément, c'est pas forcément une tendance, mais sur les 12 jours au global qui sont offerts aux abonnés, jusqu'à présent, on est un petit peu mieux en termes de réabonnement que les dernières. C'est-à-dire qu'on entendait par-ci par-là que personne n'allait se réabonner, que c'était trop compliqué, que ça n'allait pas se faire. Aujourd'hui, jour par jour, entre le jour 1 et le jour 2, on fait exactement le même d'abonnés, même légèrement mieux que les dernières. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu perturbé, que ça parle et tant mieux, mais il n'y a pas non plus, aujourd'hui, il n'y a pas de modification de comportement du réabonnement. Vous avez des infos pour les abonnés? Est-ce qu'ils vont vraiment tous se réabonner? C'était une question, mais il a très bien répondu. Donc tu as répondu à ma question. En fin de compte, ils auront une période où ils pourront tranquillement se réabonner sans être en concurrence avec les futurs abonnés. Bien sûr. Ça, c'était une des premières questions. Moi, une autre question que j'aurais à poser, c'est pourquoi tu as précipité le réabonnement. Je veux dire que la saison a été à peine terminée, paf, on a eu quelques jours, et tu as relancé la campagne de réabonnement. Auparavant, on avait une durée un peu plus longue avant de relancer la campagne de réabonnement. Il y avait une autre forme de communication aussi. À une époque, tu convoquais les abonnés au village partenaire, tu faisais un bilan de la saison et tu expliquais la nouvelle tarification. Là, on a découvert la nouvelle tarification
très bien sur le petit livre, mais bon, c'est pas toujours très très simple, même. Oui, non, mais c'est vrai. Il faut le comprendre. Donc, je pense qu'au niveau de la communication, et en plus, on reçoit un petit courrier, un petit mail en disant que la période de rabonnement, elle va démarrer à telle époque. Il faut savoir qu'en France, tout le monde n'a pas aujourd'hui Internet et n'a pas un mail. Il y a des gens qui, moi, dans mes adhérents, il y a des gens qui n'ont pas d'adresse mail. Donc, je leur envoie un courrier quand j'ai besoin de les inviter quelque part. Voilà, ça c'est un peu sur la communication. Sentiment partagé par les c'est un peu cette précipitation. Pour la précipitation des abonnements. Ben, nous, on est peut-être moins concernés par les dates butoirs, donc c'est vrai qu'on n'a pas ce ressenti au niveau de nos adhérents. Ni au niveau de la tarification, d'ailleurs. On peut le dire. Fred le disait tout à l'heure, on a un tarif préférentiel malgré tout. Mais c'est un deal, par exemple, avec la société G2 Stratégie, c'était aussi quelque chose qui, pour eux, n'était pas forcément d'accord avec nous sur la position qu'on avait avec les groupes de supporters. Parce que pour eux, on vient supporter aussi une équipe et qu'il n'y a pas spécialement de groupe de supporters. Il y a un prix à la place, et qu'on soit entre guillemets groupe de supporters ou pas, tout le monde devrait payer le même tarif. Nous, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus tout adapté les propositions qu'ils ont fait. C'est qu'à un moment donné, on considère que dans la réussite d'une soirée globalement, les groupes de supporters ont aussi leur rôle, quoi. Donc c'est pour ça aussi que historiquement, et on continue à proposer une tarification spéciale. Pour en revenir à ta question, parce que je vois bien que... J'allais revenir. Mais contrairement à ce qu'on croit, tout le monde nous a dit que l'année dernière, la campagne de réabonnement avait commencé beaucoup plus tardivement et avait duré 3 semaines. Ce qui est faux. Elle avait commencé, je crois, quelques jours juste après, mais on avait été jusqu'au bout des playoffs, ce qui change un petit peu la donne. Mais c'était en juin. C'était plus comprimé. Voilà, c'était en juin. Alors là, tu leur proposes de renouveler en mai. Voilà. Moi aussi, j'ai eu 2-3 trucs dans le même style. Mais c'était encore plus rapidement, mais on était plus loin dans la saison, d'accord, mais c'était plus rapidement. Et c'était 2 semaines aussi. Ça n'a jamais été 3 semaines la saison dernière. Non, alors que dans l'inconscient collectif, on a eu plein de gens qui sont venus nous voir en disant pourquoi vous avez fait que 2 semaines par rapport à 3 semaines dernières. C'était déjà 2 semaines la saison dernière. Après, pour en revenir sur l'histoire de la communication, on est un peu victime de notre succès. Aujourd'hui, grosso modo, pour faire simple, on est aux alentours de 2500 abonnés, pas tout à fait, mais grosso modo pour arrondir les chiffres. 2500 abonnés, notre tente peut contenir 800, 900 personnes. Donc après, est-ce qu'on va faire des invitations pour les abonnés pour dire vous êtes privilégiés, vous avez le droit de venir ou pas? Ça me paraît impossible. On peut le faire ici, mais la qualité sonore, même si normalement, normalement on devrait avoir une nouvelle sono la saison prochaine, donc peut-être que ça sera aussi l'occasion du coup de la tester dans 1 an et de voir si tout marche bien. Mais c'est vrai que c'est pas non plus facile. Et 2500 abonnés, ça veut dire que aussi, et c'est vraiment on est vraiment victime du succès, c'est qu'on en a à droite et à gauche. C'est-à-dire que pour faire une présentation, mais on peut peut-être y réfléchir. Mais alors, les histoires des mails, je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est forcément l'outil le plus facile. Tout le monde n'en a pas. Le courrier, je rappelle juste une chose, c'est qu'on envoie, par exemple, la carte de vœux à Noël, on a presque 50% de retours de courrier pas distribués. Parce que les gens se rabonnent mais ont changé d'adresse, où il manque un chiffre ou quelque chose, le courrier n'est pas distribué. Donc à un moment donné, pour toucher directement notre public aussi, aujourd'hui, c'est pas très facile. Donc on a décidé de dire le plus facile pour un abonné, par définition, il y a 95% ou 90% qui vont être au match lors du dernier soir, de la dernière rencontre. Donc c'est pour ça que, pas dans la précipitation, mais on a décidé de tout afficher dès la fin de la saison, à partir du moment où on savait qu'on n'était pas en play-off. Au niveau des prix, des tarifs, certains se plaignent qu'il n'y a plus les playoffs, alors du coup ça fait un prix au match qui est plus cher, il y a beaucoup de calculs qui sont faits à droite à gauche. Alors ils ne sont pas spécialement plus chers, mais c'est vrai qu'il n'y a plus les playoffs qui sont inclus. Il y a plusieurs éléments qui nous ont fait aller dans ce sens-là. Peut-être l'élément le plus important, c'est ce qu'on a vécu cette année, où il y a énormément de personnes qui ont dit ah bah oui, mais cette année, vous comprenez, on a payé pour les playoffs en plus et il n'y a pas de playoffs. Sauf que je rappelle que historiquement, les playoffs ils sont offerts. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement et le club avait décidé de l'offrir. Alors évidemment, l'abonné qui était là il y a 2 ans ou l'année dernière, où il a la totalité des matchs de play-off jusqu'à la finale et jusqu'au trophée, en plus où on est champion chez nous, ça reste des souvenirs extraordinaires. Mais ça, c'était offert, c'était pas entre guillemets un dû.
en soi. Et là, le fait de ne pas avoir les playoffs, tout le monde s'est dit ah ben j'ai payé trop cher parce qu'en fait il n'y avait pas les playoffs. Donc on a voulu jouer aussi. C'est une des problématiques qu'on a présentées donc à la société qui nous a suivis et qui nous a accompagnés tout au long de la saison. Ils nous ont dit le plus simple. J'ai dit comment ils font en NBA, comment ils font. Ben, c'est très simple. C'est on garantit le nombre de matchs. Quand on sait exactement le nombre de matchs qu'on a, aujourd'hui on a 17 matchs de garantie. Il peut y avoir un match de Coupe de France, il peut y avoir des playoffs, mais ça c'est en plus. Et comme la question est souvent elle est tombée derrière, c'est oui mais comment ça va se passer, quel sera le tarif pour les abonnés en play-off, etc. Aujourd'hui, on n'a pas répondu précisément à cette question-là. On verra, il y aura forcément, certainement, alors hormis la finale, parce que la finale c'est encore un match à part, ou une série à part, mais sur le quart de finale, sur la demi-finale, il y aura certainement un geste qui sera fait. Mais aujourd'hui, vous comprenez bien, avec la saison qu'on vient de faire, il est assez difficile de se projeter sur les play-offs, éventuellement la finale 2017. Donc on verra un petit peu comment ça se passera au fur et à mesure. Est-ce que ça vous perturbe qu'il n'y ait plus les playoffs, Jérôme? Bah, non, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, on débattait par rapport au tarif, effectivement ça revient moins cher, mais je pense que c'est le côté plutôt psychologique des gens qui jouent, parce que comme vient de le dire Fred, les années précédentes, les playoffs étaient offerts. Donc justement, ils ne comprennent pas qu'au vu de la saison qui vient de se passer, on n'est plus le cadeau, entre guillemets. Et que justement, il va falloir à chaque fois ressortir quelque chose. Donc je pense que c'est plus au niveau psychologique que c'est dur à accepter, quoi. C'est exactement ça. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle est bien, Fabienne. Ah non, mais là, c'est dommage qu'elle quitte les Phoenix, elle est bien. Surtout qu'on a été mal habitués. On a été mal habitués parce qu'on a toujours eu dans les cartes d'abonnement les playoffs inclus. Alors on était un des derniers clubs à le faire en France, et c'est vrai que dans d'autres sports. Montrer l'exemple. Est-ce que ça peut jouer sur le nombre d'adhérents? Le fait, non. Pas du tout. Non, je pense pas. Non. Pas du tout. Même si les gens râlent, ils vont quand même reprendre leur abonnement, mais de toute façon c'est typique français de râler, donc voilà, ils râlent, ils disent que. Je confirme, Fabienne est bien française. Mais ils reprendront quand même leur abonnement. Regarde, j'ai envoyé un SMS déjà à tous les adhérents et j'en ai vraiment beaucoup qui renouvellent, donc il y aura quelques départs comme toujours pour des raisons professionnelles ou autres, ou quelques mécontents, mais dans la généralité on va garder 90. Il y a un autre problème, on est confronté aussi, c'est les tarifs réduits qui étaient dans les travées basses, pas trop mal placés, on va dire, dans le rang M, qui se retrouvent pour pouvoir bénéficier du tarif réduit au poulailler, au pigeonnier, on entend un peu de tout. Alors Frédéric, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, puisque peut-être ça va booster justement les nombres d'adhérents dans les clubs de supporters, parce que les gens vont dire tiens, mais on va payer moins cher en allant chez les Eagles que les C'est pas un refuge, les groupes de supporters. Exactement. C'est ça. Ça a un devoir de faire partie d'un groupe de supporters. Attention, Exactement. c'est bien pour ça que nous on a une politique au niveau des ultras. Dès qu'on arrive à un quota de 200 membres, on stoppe, parce qu'on préfère jouer sur la qualité que sur la quantité. Donc effectivement l'année dernière, si on avait voulu, on avait voulu, on aurait été voir Fred et on lui aurait dit voilà, il nous aurait fallu une partie d'assises, parce qu'avec la demande qu'on avait suite au premier titre, au deuxième titre, on faisait carton plein, il n'y avait pas de souci. Mais non, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas que ça devienne, je veux payer moins cher, je vais chez les supporters. Je pense que la première mission d'un groupe de supporters, justement, alors après, on a eu le débat en première partie, mais c'est évidemment de supporter son club. Mais quelque part, je pense que ça se mérite. C'est pas un dû. Et si on va s'abonner, que ce soit aux Phoenix, aux Eagles ou aux Ultras, simplement pour avoir le tarif, je pense qu'on se fourvoie, on se trompe et que l'objectif n'est pas rempli. Et là, c'est pour ça aussi qu'on signe le contrat qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on a confiance justement dans les trois présidents. C'est à eux de faire un peu la police et de dire, nous, on vient avec une identité, avec un esprit. Les trois groupes sont bien distincts et ont bien un esprit séparé, avec des qualités et des défauts comme tout à chacun. Mais voilà, c'est votre rôle à vous de faire déjà passé. Moi, j'ai des gens qui étaient en bas, qui étaient vraiment juste en dessous de nous. Ils voulaient juste monter l'escalier pour avoir le tarif. Oui, bien sûr. Et je leur ai dit, c'est pas possible, vous allez au CSP. Et pour en revenir sur l'histoire des tarifs réduits, c'est aussi, parce qu'on a eu aussi ce retour-là, on avait beaucoup de gens
qui avaient des très bonnes places, parce que je rappelle que sur les travées hautes, mais plutôt basses des travées hautes, les meilleures places des travées hautes, en fait, voilà, on a 96-97% d'abonnés, et la difficulté qu'on avait, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient s'abonner là, qui étaient prêts à payer le tarif normal, et qui se retrouvaient 10 mètres plus haut, quoi. Et que c'était aussi difficile. Je prends d'autres exemples. Quand vous allez aujourd'hui, en ce moment, en tout cas, depuis 1 an ou 2 à Paris dans les cinémas, et si vous avez une carte de réduction, vous n'êtes pas forcément placé où vous voulez. Vous avez un numéro aujourd'hui, même dans les salles de cinéma. Quand vous allez au théâtre, souvent les tarifs réduits sont sur le côté, sur des strapontins. Voilà, les bonnes places, c'est aussi normal qu'elles correspondent aux gens qui payent un petit peu plus. Et comme on s'est dit, on va créer pas un autre groupe de supporters, c'est pas du tout l'esprit, mais on sait que les gens qui ont des tarifs réduits, souvent, alors c'est soit des gens en difficulté qui sont au chômage, soit des jeunes étudiants qui n'ont pas la capacité. On s'est dit, on va peut-être créer aussi avec des jeunes une autre ambiance. Et on a d'autres idées qu'on amènera certainement l'année prochaine, mais il est encore un petit peu tôt. On ne voulait pas tout amener d'un coup d'un seul, mais on a deux, trois idées qu'on pourra peut-être amener l'année prochaine. Et je rappelle que il y a encore des zones d'ombre. Plein soleil justement. Et je rappelle quand même que dans les travées, dans la zone de tarification 1, 2, 3 et 11, donc ça vous pouvez revoir sur le site ou sur le plan si vous l'avez, il n'y aura pas de billetterie. Ça veut dire que pour être dans les meilleures places de Beaublanc, que ce soit en travée basse, dans les zones 1, 2 et 3 et dans la zone haute, la travée 11, il faudra obligatoirement être abonné. Il n'y aura pas de vente de billets à l'année. Ça évitera que des gens se disent je prends une place par exemple quelque part dans le Palais des Sports, ou que 2 fois dans l'année je fais l'effort pour aller voir parce que c'est la finale ou parce que c'est un match important, je vais aller prendre dans les meilleures places du Palais des Sports. Non, il faudra être abonné à l'année. Il n'y aura pas de vente de tickets secs pour ces places-là. Ça sera un vrai privilège d'être dans ces zones-là, dans les meilleures zones du Palais des Sports. J'aurais une petite question. Je suis un président un peu rêveur. Moi, je pensais qu'avec la saison un peu difficile que l'on a vécue, le président allait faire un geste au niveau des abonnements. Mais peut-être que tu vas les faire sur les playoffs. Le premier match, si on part en playoff, le premier match de quart de finale, tu feras un tarif très préférentiel pour les abonnés. J'ai tellement envie aujourd'hui d'être au premier match des playoffs l'année prochaine qu'on se rappelle à ce moment-là et on fixera le tarif ensemble. C'est noté. Bon, on connaît le tarif, ça y est. On en a débattu avant, on connaît le tarif, ça y est. Non, mais l'idée, elle est là. Aujourd'hui, tout à l'heure, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fera dans 1 an en cas de play-off, on n'a pas pu fixer toutes ces données-là. On ne sait pas. Est-ce qu'on sera premier de la saison régulière? Est-ce qu'on sera 8e si on se qualifie en play-off? Le schéma est certainement pas le même à ce moment-là. Mais sincèrement, l'idée, elle sera quand même, et je dis bien hors finale, elle sera quand même de trouver quelque chose où l'abonné continuera à avoir un privilège par rapport au reste. J'ai compris, tu m'as dit que je fixais le prix, il n'y a pas de problème. C'est noté, c'est enregistré, tu coupes pas au montage, il n'y a pas de problème. T'as pas du tout parlé par contre des matchs de Coupe d'Europe. Pour l'année prochaine, oui. On va y venir. Pour l'année prochaine, on fera un tarif unique pour la Coupe d'Europe. Un dernier mot, Frédéric, pour ces tarifs réduits, par exemple des familles, où une personne est en difficulté, pas l'autre, qui est obligée de payer le plein de tarif, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a quand même des gens qui râlent, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Alors là, après, c'est toujours pareil. Ou des étudiants qui étaient en famille tous les 4, qui se retrouvent à être tout en haut. Évidemment, on permet toujours à la personne qui était abonnée à un tarif réduit dans une très bonne place du Palais des Sports de garder sa place, mais cette fois-ci évidemment sans bénéficier du tarif. Soit effectivement, alors c'est pas ça va pas toucher forcément des jeunes, parce que les étudiants ils ont 15-16 ans, et l'histoire aussi, c'est ce que vous disiez, c'est de commencer à créer peut-être une zone un peu différente, où on a des ados ou des jeunes adultes qui se retrouvent à être ensemble, et s'ils sont étudiants, qu'ils puissent commencer à créer des zones entre eux. Bon, moi j'ai 3 filles, j'ai ma plus petite qui a 15 ans, quand elle venait voir les matchs avec moi à la fin, elle n'était pas spécialement avec moi, elle avait envie d'être avec les copains, tout ça. Donc l'idée, c'est peut-être aussi à l'avenir de créer des zones un peu plus dynamiques et qui permettraient aux parents de savoir, j'ai mes enfants qui sont là-bas dans cette zone-là, et on sait qu'on peut les surveiller, et tout en étant cadré dans le Palais des Sports. Alors on parle beaucoup d'abonnement, de rabonnement, mais on va s'abonner pourquoi l'année prochaine, Frédéric? Parce qu'on aime le club. Parce qu'on aime le club. On aime le club, mais aussi il n'y a pas la campagne de réabonnement très tôt. Il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas de rumeurs, pas de. Ça aussi, ça empêche peut-être certains de s'abonner. Est-ce qu'il y aura
Et ça n'empêchera personne de s'abonner. On s'abonne pour le club et pas pour les noms. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que les gens qui viennent s'abonner, ils supportent le club, ils aiment le club. Moi, je dis souvent que j'ai l'attitude d'un président supporter, mais je pense que les supporters, ils ont des attitudes de président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils viennent pour le club. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau et que la saison, on a tous souffert, que ce soit autour de la table ou tous les gens qui étaient dans le Palais des Sports, on a tous souffert. Mais que ça soit un abonné, que ça soit un partenaire, que ça soit les collectivités, que ça soit des gens qui ont acheté qu'une seule place dans l'année, et même ceux, j'ai envie de dire, qui sont pas venus au Palais des Sports, mais qui ont suivi au travers des médias les résultats du club, des Limougeaux qui sont expatriés, qu'ils soient sur Limoges ou pas. Tout le monde a souffert de la saison. Donc à un moment donné, on a envie que la saison soit complètement différente l'année prochaine, et donc on vient supporter un club. Et heureusement que le CSP est un club et que c'est pas qu'une équipe. Ça serait triste à mourir si en fait on était seulement tributaire de l'équipe. Maintenant, évidemment, surtout cette année. Ouais, surtout cette année. Mais je rappelle quand même que si on prend individuellement les joueurs, on se dit qu'on avait, enfin moi le premier, je vous dis, on avait quand même une sacrée belle équipe. Potentiel, mais on n'a jamais eu d'esprit d'équipe, on a eu d'esprit de corps, et ça a été. Ça n'a pas pris. Non, ça n'a pas pris, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas pris. C'est le minimum. Vous fixez un objectif en termes d'abonnés, il y avait à peu près 2400, 2500 cette année. Oui, alors souvent on prend comme référence l'année d'il y a 2 ans quand il n'y avait pas de Coupe d'Europe, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus principalement parce que c'était l'Euroleague, et quand la première année on jouait le Maccabi de Tel Aviv ou le CSKA Moscou, on a envie aussi de voir ces matchs-là parce que c'est des matchs d'exception, et peut-être que plus aucune équipe française ne revivra ça un jour, puisque tout le monde est exclu de l'Euroleague. Peut-être aussi que la deuxième année, parce que voilà, il y a des grandes affiches qui font que on a envie d'y croire et de voir aussi l'adversaire, parce qu'il y a aussi ça, quand on s'abonne, on vient voir aussi une partie de l'adversaire. Mais bon, je crois que si on reprend le chiffre d'il y a 2 ans, on doit être à 1850 ou 1870. Je pense qu'il sera largement dépassé, et on sera entre les deux. Et je répète, la tendance qu'on a sur les 2 premiers jours, c'est que c'est bien parti. C'est qu'on est plutôt bien des parti. Premiers retours, les Ultras, les Phoenix, pardon, ça se réabonne bien, ça va se réabonner. On n'a pas lancé, nous. On n'a pas lancé encore. Il n'y a que moi, tu vois. Ils sont en vacances. Donc on va y venir à cette nouvelle saison, Frédéric. Jean-Louis aussi. Juste pour revenir sur la question, il n'y a pas de noms et de rumeurs, de noms, tout ça. Il y a deux choses. Il y a deux choses à cela. Je l'ai déjà dit dans la presse. Quand on a signé Adrien Moerman, qui était juste un joueur, je dirais presque hors norme par rapport à un club français, on n'a pas eu un abonné qui est venu pour dire, parce que c'est Moerman. Je pense que quand Zlatan Ibrahimovic a signé au PSG, il y a des gens qui sont abonnés pour voir Zlatan. Dans le basket, ça se passe pas comme ça. Quand on a signé Jamar Smith, on était sûr à 100% de notre coup. On n'a pas eu une personne qui est venue ou qui nous a appelé au siège en disant « Oh, c'est extraordinaire, vous avez signé Jamar ». 1 an ou 2 ans après, quand les joueurs partent, tout le monde pleure en disant « Mais pourquoi on n'a pas pu les garder plus longtemps ?» Et là, le fait de pouvoir garder des joueurs comme ça, potentiellement, il y a des gens qui auraient pu continuer le réabonnement par rapport à ça. Mais naturellement, il n'y a pas d'abonnés qui font. Il n'y a pas de signature de joueurs qui font. Si vous signez Kobe Bryant, je pense que. Ça peut aider. Là, d'accord. Alors, il faudra directement. Nando De Colo. Nando De Colo. Je préfère presque Nando De Colo. Moi aussi. Par contre, la deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, suite au match de Gravelines, Doulet à carte blanche, on ne fait pas la même équipe pour Fred Sarr, pour Jean-Marc Dupraz, pour Philippe Hervé ou pour Duško Vujošević. Donc l'équipe de l'année prochaine, elle sera l'image de Duško. Ça sera certainement une équipe beaucoup plus jeune, parce que lui aussi, il a été touché de voir le comportement de certains, français ou étrangers. Donc, il va mettre l'accent sur le comportement, sur l'attitude, sur la mentalité, sur la capacité de travailler. Et quand on a été le chercher en janvier, on l'avait dit, c'était un peu pour préparer l'année prochaine. On espérait faire une saison avec des playoffs et pourquoi pas une Coupe d'Europe. Mais quelque part, c'est-à-dire la saison est mal embarquée. Si jamais il doit y avoir une baisse de budget, si jamais on n'a pas de Coupe d'Europe, il va falloir qu'on soit capable de créer un peu l'esprit de ce qu'il y avait aux partisans. Donc l'équipe va lui ressembler énormément. Donc ça veut dire qu'il y aura des joueurs serbes, il y aura des... J'espère qu'il y aura des joueurs serbes. J'espère, en tout cas de l'Est. J'espère qu'il y aura aussi des bons joueurs noms américains. Moins ronflants, mais plus et c'est exactement ça. Ça veut dire que ça va être des joueurs qui vont être... On aimera ça, les guerriers. Oui, mais ça va être des joueurs qui vont plutôt donner les trucs. T'as raison, ça va être des mecs qui vont venir, qui vont être plus battants, qui seront peut-être moins talentueux, mais qui vont plonger partout, où il y aura 40 minutes de pression, et qui vont accepter leur rôle et qui vont pas se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. On veut pas des noms, on veut des guerriers.
C'est ça. Et je pense pas, pour en revenir à ta question, je suis pas sûr que les guerriers fassent forcément venir beaucoup d'abonnés. Donc à mon avis, ça c'est un faux débat. C'est pourquoi aussi on avait décidé peut-être de commencer un peu plus tôt la campagne d'abonnés. Et on en est où justement pour la saison prochaine? Il y a quelques touches? Nulle part. Nulle part. Il n'y a pas un petit scoop Non, mais par contre, il y en a qui restent. Il y en a qui restent. Alors on va faire le point. Il y en a qui restent, il y en a qui arrivent. Parce que là, on part sur des joueurs qui sont encore sous contrat. On peut partir sur l'effectif de cette année pour que tu nous dises déjà qui c'est qui reste. Bon, ceux qui restent, ils sont simples. Ousmane est sous contrat. Mais ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Oui, mais Ousmane est sous contrat quand même. Il va rester avec nous parce qu'on a aussi envie qu'il reste. Fréjus, même s'il a une saison un peu plus difficile, on a envie aussi qu'il reste. Donc Fréjus sera là. Marc Payne, on lui a posé la question parce que quand même, on va pas se mentir. Marc a fait une toute petite saison, très très en deçà de ce qu'on était à même d'attendre. Bon, sa réponse a été très claire. Bon, et on est là aussi pour se dire les choses. Il a un contrat d'Euroleague. Donc il est arrivé avec l'Euroleague. Il avait un contrat de 2 ans avec l'Euroleague. Cette année, il sait très bien que s'il part, il n'aura peut-être pas forcément le même type de contrat. Donc il nous a dit très clairement, en tout cas son agent nous a dit très clairement qu'il resterait là, qu'il honorerait la 2e année de contrat. On ne peut pas refaire la même saison. On espère, parce que sinon ça sera difficile pour lui et pour nous, parce que ça reste quand même un joueur théoriquement majeur avec lequel on construit. Donc, mais Marc Payne sera là. Et Nobel, on attend un petit peu sa décision. Il a dit très clairement dans la presse, mais comme chaque année, ça fait partie du personnage qui souhaite partir. Et sincèrement, s'il trouve un club, parce qu'il a quand même un buy-out relativement important, s'il trouve un club qui paye son buy-out, on sera aussi très content de le voir grandir et partir comme Adrien. On est frustré qu'Adrien ne soit plus chez nous, mais on est malgré tout extrêmement heureux qu'il vive ce qu'il fait, parce que là, Banvit, pour moi, c'est juste une étape, il va aller beaucoup plus haut. Il est en équipe de France, hein, depuis... ça y est, là maintenant, ça sent, il est quand même un petit peu intouchable. Donc, il joue plus à Limoges, donc il peut jouer en équipe de France. On a quand même 2 joueurs à prime, que ça soit Ousmane Camara ou Nobel qui sont à prime. Donc voilà, donc grosso modo, on a 3 joueurs sûrs, peut-être 4. Vincent Fauché, on attend sa réponse, mais on lui a proposé un premier contrat pro pour qu'il reste avec nous. C'est une bonne idée. Et voilà. Et maintenant, on va voir. Mathieu, sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'on a été très clair avec le coach et ses agents. S'il y a un vrai projet, une place pour Mathieu, on serait plutôt favorable pour qu'il reste, mais il faut que aussi, ça c'est la discussion qu'on a eue, comme on a eu avec Doulet pour Vincent Fauché, il y a une vraie place pour Vincent, pour être très clair, il n'y a peut-être pas complètement une vraie place pour Mathieu, parce qu'il a besoin, par rapport à la saison qu'il vient de faire, et malgré un état d'esprit, lui, exceptionnel, il a certainement besoin d'aller se faire les dents ailleurs, et pour revenir certainement un peu plus tard, mais l'année prochaine, mais de prendre beaucoup d'expérience l'année prochaine. Il a appris sur le terrain en s'entraînant à l'entraînement. Là maintenant, lui, il a un âge où il faut qu'il joue l'année prochaine. Un souhait, Jacques, en termes de recrutement pour la saison prochaine? Des guerriers, on entend à ce moment-là? Pas franchement un souhait, moi je dirais stabilité, identité. Ah ça on sait pas faire. Ah oui peut-être. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un coach formateur aujourd'hui, ça serait dommage de passer à côté de son expérience. Pourquoi pas? Moi ça me plairait de bâtir sur 3 ans, partir avec des jeunes, avec un fort potentiel. Je pense que le public il pourrait l'attendre si on l'explique bien, si le président il dit voilà, l'objectif c'est peut-être pas d'être revenir au play-off l'année prochaine, on va attendre 1 an, 2 ans, on a des jeunes qui ont un potentiel, ils vont grandir, ils vont dire bon, on va proposer... C'est pas dans la culture du club là. On va voir 6 étrangers surtout. On va voir si on peut proposer une qualité de jeu, parce qu'on vient aussi voir un spectacle, on vient voir du basket. Moi j'aime bien voir du beau basket. Des fois, il y a des matchs, on s'y embête franchement, parce qu'on est loin de voir du beau basket. Alors, voilà, moi j'aimerais bien de la stabilité, tu vois, de l'identité. Avoir un coach qui reste un peu plus longtemps, parce qu'on a quand même passé quelques-uns, une dizaine, là. Si celui-là, il pouvait rester 3-4 ans, ça serait bien. Non, mais bon. Vous me demandez beaucoup. On n'est pas là au 1er janvier où on donne les bonnes résolutions, quand même. Non, mais, moi, je réponds, je pose une question. Si on peut travailler un peu sur le moyen terme plutôt que le court terme, moi, ça me plairait bien. Non, mais on est d'accord. Sur les 3 derniers coachs, je rappelle quand même que je fais pas le procès des coachs. On est là pour se dire tout. Donc, c'est Fred Sarr qui a demandé à partir, parce que aussi on parlait de la pression pour les joueurs. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression pour les coachs et que c'est pas forcément facile à vivre. Philippe Hervé également. Voilà quoi. Donc je pense que le public. Comment je pourrais dire ça, du fait de l'histoire du club, de tous les titres qui sont derrière nous depuis 30 ans, les 27 titres, on se dit parce qu'on est Limoges, on va gagner, et qu'au premier match perdu, même si c'est un match amical au mois d'août,
ça commence un peu à siffler, à grogner, à pas être content, à pas être d'accord. Ah bah oui, mais il faut commencer à changer les joueurs. Et puis le coach, il s'est trompé. Il aurait dû demander un temps mort dès la première minute et pas laisser un 6-0 et ceci. Mais c'est parce que c'est la culture du club et que c'est cette rage de gagner. Et moi, je l'ai, vous l'avez, tout le public là. Mais ça met une pression. Je pense que tout le monde ne se rend pas compte de la pression énorme qu'il y a autour du club. Et je pense que si demain on arrivait un peu à déplacer cette pression, alors peut-être effectivement en partant sur un projet un peu plus loin avec des plus jeunes, mais en essayant de se qualifier quand même pour les playoffs quand même. Bah ouais, on a un deal entre eux, on a un deal. Oui, il n'y a pas de laisser passer comme ça. Hein. J'ai oublié ça. Ah ouais, mais c'est vrai que voilà, ça serait c'est pourquoi pas. Non, mais en tout cas aujourd'hui l'arrivée de Doulé, voilà, en janvier c'était ça. On a 2 titres là, on a été gâtés. On n'a pas, bon, même si cette année on est tous un peu frustrés, mais bon, c'est comme ça, hein, on aime tous gagner à Limoges, on l'a dit tout à l'heure. On a 2 titres. On peut dire, bon voilà, il y a beaucoup de clubs qui voudraient avoir 2 titres, il y en a beaucoup qui courent après des titres depuis un bout de temps. Hein. Alors peut-être qu'on. Non, jamais non. Alors peut-être qu'on a une petite période où on Antoine, peut bâtir. Qui nous entend. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, la venue de Doulé est ça. Et c'est pour ça qu'il a carte blanche. On t'a encore vu avec Jim Bilba et Douchko ce matin. L'agent de Vincent était venu parce qu'il fallait qu'il se parle très clairement pour que le coach présente exactement comment il voyait la suite des opérations, comment il voulait impliquer Vincent dans un groupe plutôt aux alentours de la 11e place dans le groupe, parce que Doulé a plutôt envie de partir avec 12 joueurs, mais peut-être avec 9, 10, 11, 12, des joueurs peut-être un peu plus jeunes avec du potentiel comme Vincent, mais dans le même temps il va avoir aussi des résultats, parce que c'est pas parce qu'on fait une équipe de plus jeunes et à la base moins talentueuse qui veut pas non plus et travailler et avoir des résultats, donc tout ça, donc le message était très clair avec Vincent. J'ai le sentiment, au vu de la réunion, que c'est plutôt bien parti, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. C'est pour ça aussi qu'on donne carte blanche. On n'a pas imposé, parce que nous, c'était la position du club, on voulait que Vincent reste à tout prix, mais on n'a pas imposé Vincent au coach. C'est le coach qui a décidé que c'était lui qui devait rester. Et la même chose pour d'autres. Avec Mathieu, pour être très clair, avec Mathieu, nous, on avait plutôt une position de dire, ce serait peut-être bien, parce qu'on a misé beaucoup et qu'il reste encore 1 an pour voir. Lui a dit, il faut plutôt qu'il parte. Donc on l'a écouté et on l'a laissé partir. Voilà, c'est qu'il va nous construire une équipe comme on a envie qu'il nous construise. Et j'ai pas envie de dire comme une équipe du Partizan, parce que c'est un autre contexte, parce qu'ils ont un réservoir de joueurs techniques bien supérieur au réservoir français, mais on va essayer de retrouver quelques similitudes. Il y a bien 6 étrangers. Hein. On peut avoir potentiellement 6 étrangers. Oui. Il sera prêté, Mathieu ? Oui, on va voir un peu comment ça va se passer. Oui, on va voir ça rapidement. Ouais. Jérôme, ça vous plaît ce nouveau challenge avec un changement un peu de politique? Est-ce que vous croyez vraiment en Doulé? Beaucoup s'interrogent des fois. Au Tambor, on le voit un peu sans solution. Est-ce que la barrière de la langue aussi, ça vous fait pas peur en tant que supporter? Je pense que c'est quand même un problème, la barrière de la langue. On l'a vu sur certains temps morts. Après, on n'est pas en interne pour voir exactement, mais bon, on avait l'impression de l'extérieur que ça faisait ça vraiment. Après, oui, ça donne envie, effectivement, avoir une équipe de jeunes, comme disait Jacques, de se construire sur 2-3 ans, ça serait quand même pas mal, quoi, de temps en temps. La barrière de la langue, ça vous fait pas peur avec Doulé, avec tout ce que vous avez pu entendre Il faut transformer une problématique en opportunité, c'est-à-dire qu'effectivement, la barrière de la langue est un problème naturel, de fond. Parce qu'il y aura toujours un traducteur du coup l'année prochaine. Oui, bien sûr. Forcément, par contre, c'est vrai que ça permet aussi des fois à certains joueurs de faire un petit peu moins les pleureuses, d'aller à la fin de l'entraînement, aller voir le coach pour dire moi j'ai vraiment très bien travaillé aujourd'hui, j'ai peut-être un peu moins besoin d'entraînement demain et puis j'ai un petit peu mal à l'ischio, donc si je pouvais me reposer 2 jours. Là, il y a pas... Certains, pas tous, ça peut arriver. Nous, on les évite. Non, mais ceux-là, ils s'en vont. mais quand il y a la barrière de la langue, il frappe, et puis il dit oui, c'est pourquoi, sauf qu'il le dit en serbe, et donc l'autre il comprend pas, il fait demi-tour, il repart, et il est là le lendemain à l'entraînement. Donc ça peut aussi des fois... Ou alors ils apprennent tous le serbe. Après, je crois que sincèrement, la barrière de la langue peut être un problème, mais c'est pas un problème de fond. Le problème de fond, c'est quand on n'a pas l'état d'esprit, et quand le joueur n'est pas prêt à recevoir le message. Quand, on va prendre un exemple très simple, quand Léo est allé en Serbie, par définition, il ne parlait pas serbe. Et ça ne l'a pas empêché de s'intégrer et d'écouter les messages et de les comprendre et d'aller dans le bon sens.
C'est-à-dire que effectivement, sur les temps morts, il y a eu certaines séquences qui ont pu choquer, comme il y en avait eu d'autres avec Jean-Marc avant, comme il y en a dû y en avoir d'autres avec Philippe et avec tous les coachs. Jean-Marc, on comprenait ce qu'il disait. Oui, c'est toujours, les Américains qui ne comprenaient pas. Pas toujours Jean-Marc, excuse-moi, t'es pour rire. Pas toujours. Mais c'est vrai que c'est comment le joueur le perçoit. Quand il y a des joueurs qui sont absolument pas attentifs, qui pensent à autre chose, qui regardent dans les tribunes, s'il y a quelqu'un, c'est juste inacceptable. Et là, quel que soit le coach, c'est un problème d'homme. C'est fini. Oui, j'ai fini. Donc on repart sur un nouveau projet. Quel sera le budget du CSP? J'imagine qu'avec l'Euroleague, forcément, le budget qui était de 7-8 millions va forcément beaucoup baisser. Ça fait les 2 années où on était aux alentours de et du coup, ça va millions. peut-être limiter certains projets de développement du club. Ça a fait un coup d'arrêt, vraiment, cette non-qualification en play-off et cette non-participation en Coupe d'Europe, parce que on en est tous là aujourd'hui. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine à Limoges, en fait. Non, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, puisque c'est très clair. Étant 10e, je ne vois pas comment on peut être qualifié à une Coupe d'Europe, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Même si on a été invité à jouer l'Eurocoupe par la compétition elle-même, l'Euroleague, on n'a pas capacité à y aller. Est-ce que ça peut changer ça pendant l'été? Parce qu'on n'entend plus trop parler, ça un peu stand-by là. Alors, je ne suis pas sûr que ça puisse changer. Les positions sont suffisamment fortes, fermes et difficiles à tenir, à mon avis, et pour l'Euroleague et pour la FIBA. En tout cas, la pression était tellement forte sur les clubs, en disant, pour faire simple, si vous engagez avec l'Euroleague ou avec l'Eurocoupe, votre club sera exclu du championnat de France. La Ligue pourra être exclue aussi de sa compétition nationale. La fédération pourra être exclue. Donc les menaces sont telles que, évidemment, même si certains clubs avaient pu avoir l'envie d'y aller, ils n'y seraient pas allés. Mais le fait de ne pas pouvoir bénéficier de wildcard, et en tout cas la FIBA a tellement attaqué les wildcards de l'Euroleague, je ne vois pas comment elle pourrait mettre également des wildcards dans leur Basketball Champions League. Donc on ne sait pas encore, là on est au début des playoffs, on ne sait pas encore qui va être qualifié. On peut supposer que le premier de la saison régulière, à savoir Monaco, va être en Basketball Champions League naturellement, que le vainqueur des playoffs sera en Basketball Champions League. Il y a 3 places, voire peut-être 4. Après, il y aura une tendance qui serait de dire que les demi-finalistes iraient naturellement. Mais voilà, mais en tout cas pour nous, on n'est ni concerné par l'Euroleague, ni par l'Eurocoupe, ni par la Basketball Champions League. S'il y avait une main tendue pour une invitation, même pour la petite Coupe d'Europe, vous y réfléchiriez ou pas du tout? Sachant qu'il y a des clubs qui se sont déjà positionnés, Dijon ne fera pas de Coupe d'Europe. Hein. Non, mais Jean-Louis Borg a je dirais, une Coupe d'Europe, ça a quand même un nom, c'est prestigieux. Il faut qu'il y ait des clubs qui représentent quelque chose. Si tu fais la Pro B de la Coupe d'Europe. Ah ben ça peut être sympa de jouer contre le Tirana Basket Club. Ben, ça peut être intéressant si on veut apprendre la géographie européenne, mais sinon. Niveau championnat, on était 10e, donc on la mérite pas. Toi qui as critiqué les wildcards dans le championnat français, je veux dire, si c'est pour ça que ma position a toujours été plutôt claire. On passe un peu pour des concombres, quoi. D'un côté on critique, mais quand ça nous arrange. Mais je crois que ma position a toujours été très claire de ce côté-là. Donc voilà, maintenant il y a une procédure qui est entamée entre la FIBA, l'Euroleague, tout le monde s'est auto-attaqué devant les tribunaux européens. Un jour, le tribunal européen décidera qui avait raison, est-ce que c'était l'Euroleague, est-ce que c'était la FIBA. Si d'ici là, évidemment, les deux se sont pas entendus, à mon avis, c'est un petit peu, sans revenir sur ma lettre que j'avais fait, c'est un petit peu ce que je finissais là-dessus en disant il faut quand même que ça soit à moins discuter, il faut pas que ça soit les tribunaux qui tranchent, il faut que ça soit les responsables et de l'Euroleague et de la FIBA qui se mettent autour d'une table et qui trouvent un élément intéressant, parce que la FIBA a besoin aujourd'hui de l'Euroleague parce que c'est une compétition hors norme, super bien organisée, marketée, très intéressante sportivement, et l'Euroleague a besoin de la FIBA parce que personne n'est capable de faire la formation comme la FIBA le fait dans tous les pays en Europe. Donc il y a vraiment un intérêt commun, il suffit de s'asseoir autour de la table aujourd'hui et de discuter, je pense, même si les positions sont un peu fermes. Donc c'est vraiment un coup d'arrêt dans l'expansion du club qui avait depuis 2 ans dû s'adapter à l'Euroleague. Il y avait eu nouveau parquet, nouvelle lumière, beaucoup d'efforts, nouveaux vestiaires. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits aussi par la mairie pour aider le club. Là, l'année prochaine... Tous ces investissements avaient été faits d'ailleurs par la mairie. Et la Sono l'année prochaine sera faite. L'Euroleague avait obligé le CSP à l'excellence. Oui, là, cette année, l'année prochaine, on se dirige vers quoi finalement? Parce que le championnat, la programme, on refait 2 pas en arrière, tout simplement. On fait 2 pas en arrière, mais... Pour mieux avancer. J'espère. En tant que supporter, vous... Pour mieux avancer. Pour mieux avancer, c'est juste un... Ouais, parce que je pense que Fred a raison, les tribunaux, tout ça, c'est bien drôle, mais ça va durer combien de temps? 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans? Non mais attends, les procédures européennes, avant qu'il y ait des tribunaux qui disent qui a tort, qui a raison, il faudra bien que les gens
se mettent vraiment autour de la table et discutent pour de bon et prennent des décisions. Parce que je ne pense pas que ça pourra être des décisions européennes de justice sinon on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'un coup d'arrêt peut-être, mais les infrastructures sont là, elles existent. Et ben moi je pense qu'on en aura besoin dans 2 ans ou 3 ans, quand ça va revenir. Moi, je Jacques, pense, c'est un coup d'arrêt non, moi je pense que le CSP il a engrangé de l'expérience pendant 2 ans. Ils ont découvert le très haut niveau, ils ont vu un peu comment ça fonctionnait, ils sont allés voir ailleurs. Je pense que tout ça c'est pas perdu. Si on va y revenir. On va y revenir en Coupe d'Europe, je ne sais pas dans combien de temps, mais on va y revenir. Donc tout ce qui a été acquis là, c'est pas perdu. Nous aussi en interne, on a profité des 2 dernières années pour voir un petit peu ce qui se passait à côté. Alors, il y a eu le Final Four à Berlin, on était dans le groupe de Berlin l'année dernière, qui est peut-être la plus belle salle d'Europe. C'est quelque chose d'inimaginable. Quand on est allé à Grande Canaria, on a vu une salle, mais c'est à tomber. Et quand on est à Victoria, quand on est dans les salles allemandes, quand on est dans plein d'autres salles un peu partout en Europe, ça permet aussi de prendre des idées, de voir que malgré tout, on est très très loin, même en infrastructure, au niveau de ce qui se fait dans le top européen. Et quand je dis le top européen, c'est le 20-25, c'est pas le top 10. Donc budget en baisse. Oui, on sera environ de 5 millions d'euros l'année prochaine, donc on passe de 8 à 5 Est-ce qu'il y aura quand même millions. des nouveautés pour les supporters qui sont autour de nous pour la saison prochaine? Dans Beaublanc, on parle d'une nouvelle sono, c'est toujours d'actualité? Oui, le maire de Limoges, M. Lamberti, était venu au milieu du terrain l'annoncer. Et d'ailleurs, la sono était tellement mauvaise que tout le monde n'a pas réagi. Donc l'année prochaine, il viendra annoncer à nouveau qu'il a une nouvelle sono. Et là, tout le monde va se lever parce qu'effectivement, ça sera l'occasion de l'entendre. Et puis, ça nous permettra aussi, justement, quand on passe des vidéos ou pour le speaker, vraiment qu'on l'entende un petit peu mieux, quoi. Vous parliez aussi de la formation avec Doulet. Est-ce que le centre de formation qui a fait une super bonne fin de saison, on en parlait souvent dans les débriefs avec Claude, ça lui tient beaucoup à cœur, Claude Bologny, est-ce qu'il va y avoir un effort de mis aussi pour recruter, aller rechercher des jeunes Français, des prospects, qu'on voit dans certains clubs, des joueurs? C'était la volonté quand on avait commencé à travailler sur le centre de formation en janvier. Après, il faut bien comprendre, c'est que quand on passe de 8 à 5 et donc de 8 millions à 5 millions d'euros de budget, on baisse de 35%. Quand on baisse de 35%, tout le monde doit faire un effort. Donc, le centre de formation, y compris, devra faire un effort et qu'on avait prévu de faire des choses qu'on ne pourra pas faire. Vous comprenez bien que principalement l'effort il sera fait sur la masse salariale professionnelle. Et là, sera bien supérieur à 35%. Mais il faut bien qu'on arrive à gratter un peu partout pour passer de 8 à 5 millions. Donc il y a une baisse. Bon, la mairie l'a expliqué, elle a déjà communiqué sur le fait qu'elle baissait un petit peu son aide, même si ça reste une aide et bien évidemment très importante. On aura moins de matchs, on n'aura pas de match de Coupe d'Europe, il n'y a pas de match de play-off cette année, donc tout ça, on part sur les 17 matchs garantis, ou sur les dernières saisons, on a joué entre 30 et 35 matchs, donc il y a des revenus qui sont liés à la recette billetterie, abonnement, tout ça qui sont en moins, donc tout ça fait que... Mais bon, on va s'adapter et puis c'est tout. C'est l'histoire d'un an, on va réfléchir différemment. Et je rappelle, c'est aussi dans cet esprit-là, on avait un petit peu anticipé quand on a vu comment la saison passait, les débuts, les premiers résultats et surtout l'ambiance qu'il y avait dans le club. C'est pour ça qu'on avait anticipé avec l'arrivée de Doulet. Comment on se prépare à cette saison de transition avec des ambitions un peu à la baisse, on va dire, en tant que supporter? On se prépare comme le reste, on va travailler sur les abonnements et puis on verra suivant le recrutement du président, mais ce sera pareil. Non, nous on se prépare comme on va se préparer comme les saisons précédentes. Est-ce qu'il y aura encore tous ces tifos oui. Parce que c'est aussi la marque de fabrique des ultras. Il y a, j'imagine, un nombre d'heures incalculable à préparer tout ça. C'est ça, oui. Yann qui s'occupe des tifos avait travaillé pour la fin de saison au cas où, donc on a certains tifos qui sont déjà prêts pour le début de saison, parce que un tifo on le prépare pas en 24 heures, donc faut s'y prendre quelques semaines à l'avance. Donc on avait anticipé le fait que l'équipe ait un sursaut d'orgueil et puis qu'on se qualifie, donc on était prêt pour le début des playoffs. Quelques nouveautés pour la saison prochaine pour les ultras, on continue dans on continue à chanter. La marche en avant. Non, on continue, toujours pareil, et nous, on change rien. On continue d'amener les serviettes, donc ça va. Après, Jean-Louis continue ses petites banderoles et puis voilà, ça. chacun va faire sa petite banderole. Voilà, merci à tous. Un dernier mot quand même, parce qu'on était tous en tant que supporters pour cette nouvelle année qui s'annonce. Un souhait, Jacques, on l'a parlé de la future... Les tarifs. Des tarifs, c'est l'actualité brûlante, c'est à vous un peu de gérer tout ça avec vos abonnés. Le sentiment, votre sentiment propre en cette fin de saison, avec, on l'a dit, beaucoup d'espoir aussi pour la saison prochaine, malgré tout quand même.
Moi maintenant j'ai pris mon parti, je regarde le MCS, je veux pas faire de pub, je regarde les playoffs à la télé et en toute décontraction, c'est quand même bien parce qu'on n'a pas de stress. Là, on est tranquille depuis quelques temps. On est tranquille. Nous on est un peu déçus sur la saison comme je l'ai dit, mais bon, c'est le sport. Hein. Le sport, on peut pas toujours gagner, on peut pas toujours être au niveau, c'est compliqué, c'est comme tout. Hein. Les retours de vos abonnés, c'est le sentiment général. C'est un peu comme a dit Fabienne, on est en France, ça râle. C'est vrai que sur les prix, c'est comme ça. Moi, je fixe pas les prix. C'est le président qui fixe les prix. Français, voilà. C'est vrai que cette histoire de playoff, voilà. Match, les playoffs, c'était un petit déclic psychologique parce qu'effectivement, ils étaient habitués à voir les playoffs dans le package. Ils l'ont plus aujourd'hui. Voilà. Après, Jean-Louis. Écoute. On est en vacances, on va rester en vacances et puis on verra la saison prochaine. On attend avec impatience tous, je crois, plus les noms des joueurs. Bon, Fred nous en a dit quelques-uns qui restaient, donc on fera déjà avec ceux qui restent et puis on continuera. Et justement, Frédéric, est-ce que ça vous fait pas peur, entre guillemets ? On parle d'Ousmane, de Fréjus, je rebondis un peu sur les joueurs qui vont rester. Marc Penn, ils n'ont pas beaucoup joué sous Doulé depuis en fin de saison. Est-ce que ça vous fait pas peur que ceux qui restent, c'est ceux qui jouaient le moins finalement, qu'il va falloir pratiquement tout rebâtir? Est-ce que c'est une petite crainte Je retourne à la question, est-ce que ceux qui jouaient plus, vous voulez les garder? Pas tous. Ouais, c'est ça. Il y en a quelques-uns, oui. Ah non, oui, non. Ah non, non. Ouais. Non, mais certains, bien sûr. Non. Mais bon. D'ici combien de temps pour avoir quelques noms, un petit nom, histoire de patienter? En principe, pour nous, c'est mi-septembre, vers la mi-septembre. Ça, c'est pour la première recrue. Normalement, la deuxième arrive à décembre et la troisième fin mars. Quand est-ce qu'on aura le plaisir de voir un tweet? Alors, sincèrement, Janvier, le coach. En principe, il y a janvier, oui. Arrêtez. Sincèrement, quand je vois les exigences, que ça soit technique ou dans le personnage, dans le bonhomme que souhaite Doulé, avec le budget aussi qui est fortement en baisse, je me dis qu'il a intérêt à avoir un sacré bon réseau parce que c'est des joueurs que moi je ne suis pas capable de trouver. Avec Jim, on a discuté, on a fait déjà 3-4 réunions depuis la fin d'année, on en avait déjà même fait avant la fin de saison, et il a des critères extrêmement élevés. Mais il cherche pas de nom en fait, il cherche pas de flan-flan, il cherche pas, voilà, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il le veut, donc voilà. Et on espère que son relationnel avec ses copains, avec tous ses carnets, puisse peut-être avancer. Voilà. Vous parlez de Jim Bilba, il sera l'assistant de Doulé. Voilà, Jim sera assistant. On a essayé justement, pour être aussi complètement transparent, vu la baisse de budget, on a essayé de proposer quelque chose à Bertrand Parvot. Mais je crois qu'il était au moment où il avait lui aussi peut-être envie de se mettre vraiment sur le marché en tant que coach principal. Donc malheureusement, Bertrand va nous quitter. Et au niveau du centre de formation, on a aussi Jean-François Jouot qui le gérait depuis presque au moins 10 ans aujourd'hui, et qui va prendre une autre orientation. Et là, on va communiquer bientôt, on est en train de se réorganiser pour reformer un groupe complètement différent. Et merci à eux de nous avoir aidés, de nous avoir accompagnés pendant ces années. Fabienne a un dernier mot, puisque c'est aussi votre dernier moment de président, pareil. Oui, voilà. J'ai décidé d'arrêter tout simplement, mais ce qui n'empêche pas que je reste Phoenix, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc pour la saison prochaine, beaucoup d'envie, toujours de l'envie? Toujours, oui, bien sûr. Envie d'être Phoenix. Envie d'être Phoenix, envie de faire de beaux matchs et envie d'être champion, pareil. Mais voilà, Frédéric, un dernier mot à rajouter? Ce petit échange avec les supporters, histoire de prendre la température. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions, on va pas revenir, tout a été dit sur cette saison. Il y a quelques interrogations, on essaie d'y répondre, vous essayez d'y répondre avec cette campagne de réabonnement, d'abonnement, et puis quelques pistes pour la saison prochaine. Donc, le 2 juillet. Le 2 juillet. On annoncera un joueur le 2 juillet. Je sais pas pourquoi le 2 juillet, mais c'est pour t'embêter. Ok. Alors, Jean-Louis, les paris. C'est Jean-Louis qui s'occupe du recrutement cette année, donc il faudra voir. 2 juillet. J'espère qu'il ne nous lâchera pas en milieu de saison comme vous avez fait quand même. C'est ça. Parce que c'était pas au milieu de la saison, mais bon. Merci à tous et on se retrouve très prochainement. Merci hein. Jacques, Jean-Louis, Merci. Jérôme, Fabienne. Merci à tous et Merci à toi, à la prochaine. Bye bye. Ciao.